Au dîner de famille, ma sœur m'a giflé en hurlant. Tu as 15 minutes pour foutre le camp. Maman et papa ont ri, applaudissant. J'ai souri, sorti un dossier, les claqué sur la table et dit, alors, il ne vous reste que 5 minutes. Mon nom est Hortense, j'ai 34 ans, et ma vie a basculé lors d'un dîner de famille. Ma propre sœur, Bérénice, m'a violemment giflé devant nos parents qui, au lieu d'intervenir, ont ri et applaudi. Ce soir-là, j'ai cru que mon cœur allait s'arrêter. Mais au milieu de la ruine de mes illusions, une force nouvelle est née. J'ai souri à travers la douleur, j'ai sorti un dossier de mon sac, je l'ai claqué sur la table et j'ai dit, tu m'as donné 15 minutes pour partir. Alors, il ne vous reste à tous que 5 minutes pour éviter la prison. Cette soirée n'a pas signé ma défaite. Elle a marqué le début de leur chute. Avant que je vous plonge dans les détails de cette nuit fatidique et que je vous raconte comment j'ai méthodiquement mis à jour les secrets toxiques qui rongeaient ma famille, j'aimerais créer un lien avec vous. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville, de quelle région ou de quel pays vous m'écoutez en ce moment. Quelle heure est-il chez vous? Savoir que nous partageons ce moment, malgré les distances, signifie beaucoup pour moi. Je suis donc Hortense. Mon quotidien, en tant qu'enquêtrice pour l'AMF, l'autorité des marchés financiers, est de naviguer dans les eaux troubles de la finance. Je suis habituée aux chiffres qui mentent, aux bilans trompeurs, aux montages complexes destinés à dissimuler la vérité. Mais rien, absolument rien dans ma carrière ne m'avait préparée à affronter la fraude la plus intime, celle qui se nichait au cœur de ma propre famille. L'onde de choc initiale est arrivée sous la forme d'un simple message texte. Un soir de semaine, alors que la pluie d'automne tambourinait contre les fenêtres de mon appartement sur les pentes de la Croix-Rousse à Lyon, mon téléphone s'est allumé. Bérénice. Un nom que je n'avais pas lu sur cet écran depuis près de 2 ans. 2 années d'un silence choisi, d'une distance nécessaire pour préserver le peu de santé mentale qu'il me restait. Le message était laconique, presque militaire. Dîner de famille chez moi samedi, 19h. Maman et papa seront là. Il est temps de renouer. Il n'y avait ni chaleur, ni excuse, ni même un point d'interrogation. C'était une convocation, à peine déguisée en invitation. Ma première impulsion fut d'effacer le message, de prétendre ne jamais l'avoir reçu. Pourquoi maintenant? Pourquoi briser cette trêve silencieuse? La famille Lambert? En public, nous étions un symbole de réussite lyonnaise. Gérard et Martine, mes parents, partis de rien, avaient érigé un empire immobilier respecté. Leurs photos s'étalaient dans les magazines économiques locaux. Bérénice, leur fille aînée, était leur fierté, belle, brillante, impitoyable en affaires, l'héritière parfaite. Et puis, il y avait moi. La pièce rapportée. L'anomalie. Celle dont la boussole morale n'indiquait pas la même direction que le compte en banque familiale. J'ai passé 2 jours à tourner en rond dans mon appartement, le message de Bérénice vibrant dans ma poche comme une bombe à retardement. Une partie de moi, une petite fille naïve qui refusait de mourir, murmurait que c'était peut-être une chance. Une vraie réconciliation. L'autre partie, l'enquêtrice aguerrie, analysait les données, 2 ans de silence, une invitation soudaine, un ton autoritaire. Tous les indicateurs criaient au piège. Finalement, la curiosité l'a emporté sur la prudence. J'ai répondu un simple « je serai là ». Le samedi soir, en me préparant, j'ai choisi ma tenue comme une armure, une robe sobre, professionnelle, qui me donnait confiance. Puis, sur une impulsion que je ne m'explique toujours pas, je suis sortie et je suis allée chez le meilleur caviste du quartier. J'ai dépensé une somme folle pour une bouteille de Châteauneuf-du-Pape, un millésime de 1998, l'année où j'avais quitté la maison pour mes études. C'était un symbole. Un geste de paix. Une façon de me prouver à moi-même que j'arrivais avec un cœur ouvert, prête à pardonner, prête à essayer une dernière fois. En conduisant vers leur Olympe glacé des Monts d'Or, je serrais cette bouteille sur le siège passager comme un talisman. Je voulais y croire. J'avais désespérément besoin d'y croire. Je tenais cette bouteille comme un drapeau blanc, une offrande de paix. Mais au fond de moi, une voix me chuchotait que j'entrais dans une arène, pas dans une salle à manger. La Peugeot 308 semblait bien modeste en s'engageant dans l'allée de gravier blanc qui menait à la villa. La voiture crissait doucement,
un son presque incongru dans le silence opulent du quartier. Autour de moi, les maisons étaient des forteresses de luxe discret, protégées par de hauts murs et des caméras de surveillance. Chaque virage de cette route que je connaissais trop bien était une piqûre de rappel. C'était le monde dont j'avais cherché à m'échapper, un monde où la valeur d'une personne se mesurait à la taille de sa piscine. Les souvenirs du dernier grand rassemblement familial m'ont assailli. Mon 30e anniversaire. Ils avaient insisté pour organiser une grande fête dans un restaurant étoilé de Paul Bocuse. J'avais naïvement cru que c'était pour moi. Mais j'avais vite compris que je n'étais qu'un prétexte. Le véritable invité d'honneur était leur réussite. La soirée était une démonstration de leur pouvoir, de leur réseau. Puis vint le moment du discours. Mon père s'était levé, coupe de champagne à la main. Ma chère Hortense, 30 ans. Nous sommes si fiers de toi. Il avait marqué une pause, balayant l'assemblée de son regard satisfait. Elle a choisi une voix différente, plus discrète. Loin de la pression de notre monde. Elle a trouvé son petit chemin, un chemin de service public. C'est tout à son honneur, même si elle n'a pas hérité de cette flamme, de cet instinct des affaires qui est la marque de notre famille. Chaque mot était un coup de poignard enrobé de miel. Il me diminuait tout en prétendant me louer. Il me définissait par ce que je n'étais pas, par ce qui me manquait à ses yeux. J'avais senti le regard des invités sur moi, un mélange de pitié et de gêne. J'avais souri, levé ma coupe, et une partie de moi était morte ce soir-là. La partie qui espérait encore être vue et aimée pour ce que j'étais, et non pour ce que j'aurais dû être. C'est après cette soirée que j'avais commencé à prendre mes distances, à répondre aux appels de moins en moins souvent, jusqu'à ce que le silence devienne la norme. Mon choix d'intégrer l'AMF n'avait rien d'un caprice. C'était l'aboutissement logique de ma personnalité. Enfant, alors que Bérénice lisait les pages économiques du Figaro, je dévorais des romans policiers. J'aimais les énigmes, la logique, l'idée qu'un ordre existait sous le chaos, que la vérité finissait toujours par émerger si on cherchait assez bien. Ma famille voyait le monde comme une jungle où il fallait être le plus féroce des prédateurs. Je le voyais comme un système complexe qui nécessitait des règles pour fonctionner équitablement. C'était un fossé philosophique infranchissable. Et ce fossé s'était matérialisé 3 semaines avant ce fameux dîner. J'étais passé à l'improviste chez mes parents pour déposer le cadeau d'anniversaire de ma mère. Je les savais en voyage. La porte non verrouillée m'avait intrigué. J'étais entré et j'avais trouvé mon père seul dans son bureau, une pièce habituellement aussi ordonnée qu'une salle d'opération. Ce jour-là, c'était le chaos. Des dossiers partout. Il avait sursauté en me voyant, un air presque coupable sur le visage. « Hortense. Le vol a été retardé. Je suis sous l'eau. » Pour masquer sa nervosité, il m'avait demandé de l'aider à trier quelques documents. « Toi qui aimes l'ordre, » avait-il plaisanté. C'est là, en manipulant des chemises cartonnées à l'entête du projet Renaissance Vèze, que l'improbable s'est produit. Mon regard a accroché une page. Une étude de sol. Les chiffres me semblaient étrangement bas pour un ancien site industriel. Puis une autre. Une demande de permis de construire. La signature de l'adjoint à l'urbanisme me paraissait tremblotante, différente de celle que j'avais déjà vue sur d'autres documents officiels. C'étaient des détails infimes, des choses que seul un œil exercé pouvait remarquer. Mon père ne s'est rendu compte de rien. Pour lui, j'étais juste sa fille un peu bizarre qui rangeait des papiers. Il ne pouvait pas imaginer que mon cerveau était en train de scanner, d'analyser, de connecter les points. Ce soir-là, chez mes parents, je n'avais pas seulement vu des documents. J'avais vu le vrai visage de l'empire familial, et il était rongé par la pourriture. L'instinct d'un enquêteur est une chose étrange. C'est un mélange d'intuition et d'expérience, une petite voix qui vous murmure que quelque chose ne tourne pas rond. Cette voix n'a pas cessé de me tourmenter pendant tout le week-end qui a suivi ma découverte. Le lundi matin, la première chose que j'ai faite en arrivant au bureau n'a pas été de consulter mes propres dossiers, mais d'appeler Carole. J'ai besoin de ton expertise sur un cas hypothétique, lui ai-je dit au téléphone, choisissant mes mots avec soin. Imagine un promoteur immobilier qui obtient des permis pour un projet majeur sur un ancien site industriel. Quelles sont les failles les plus courantes ? Carole,
pragmatique comme toujours, est allé droit au but. L'environnement, Hortense. C'est toujours l'environnement. La dépollution des sols coûte une fortune. C'est là que la tentation de tricher est la plus grande. Falsifier les études d'impact, minimiser la contamination. C'est un classique. Pourquoi cette question? Juste une curiosité professionnelle, ai-je menti? Sa réponse a confirmé mes soupçons. J'ai alors décidé d'utiliser les outils légaux à ma disposition. J'ai rédigé une demande formelle, en mon nom propre en tant que citoyenne, pour consulter les documents administratifs relatifs au projet Renaissance Vèze. C'est un droit. La loi oblige les administrations à une certaine transparence. J'ai envoyé ma demande par courrier recommandé à la mairie et à la préfecture, sachant qu'ils avaient un mois pour me répondre. L'attente a été nerveuse. Chaque jour, je me demandais si j'avais rêvé, si j'étais en train de devenir paranoïaque comme ma famille aimait le suggérer. Et puis, 15 jours plus tard, une épaisse enveloppe est arrivée. Les documents officiels. J'ai passé la nuit à mon bureau, une lampe éclairant la table de ma salle à manger transformée en salle d'enquête. D'un côté, mes souvenirs précis des documents que j'avais vus chez mon père. De l'autre, les versions officielles. Le puzzle a commencé à s'assembler. La fraude était d'une audace incroyable. Les rapports sur la présence de plomb et d'arsenic dans les sols n'étaient pas seulement minimisés, des pages entières avaient été remplacées. J'ai même retrouvé le rapport original d'un bureau d'études indépendant sur Internet, dans une archive oubliée. La comparaison était accablante. Les chiffres avaient été manipulés, les conclusions réécrites. C'était un travail de faussaire. J'ai immédiatement scanné le tout et l'ai envoyé à Carole. Son appel, 2 jours plus tard, était chargé d'une colère froide. Hortense, c'est un scandale sanitaire en puissance. Il prévoit de construire des appartements de luxe et des parcs pour enfants sur des terres potentiellement empoisonnées. Si ça sort, c'est la prison. Sans discussion. Mais ce n'était pas tout. Mon obsession pour les signatures m'a poussé plus loin. J'ai passé des heures à comparer la signature sur le permis de construire avec d'autres signatures authentifiées du même adjoint à l'urbanisme, disponibles sur des documents publics. Les différences étaient subtiles, mais bien réelles pour qui savait regarder. L'inclinaison, la pression du stylo, tout indiquait une imitation. Le coup de grâce est venu de mon propre domaine, la finance. Enquêter sur les 2 conseillers municipaux qui avaient changé d'avis était délicat. Mais j'ai utilisé une méthode indirecte. J'ai épluché les statuts de toutes les filiales, même les plus obscures, du groupe Lambert Immobilier. J'ai fini par en trouver une petite structure basée au Luxembourg, officiellement dédiée à la consultation en investissement international. Son activité était quasi nulle, sauf pour 2 transactions. 2 virements importants, effectués à 1 semaine d'intervalle, vers 2 sociétés de conseil différentes, basées en Suisse. En creusant, j'ai découvert que ces 2 sociétés suisses avaient été créées seulement quelques mois auparavant. Leur directeur? Les épouses des 2 conseillers municipaux. Le montage était classique, presque scolaire dans sa tentative de dissimulation. C'était la preuve du pot de vin. J'avais tout. La fraude environnementale, l'usage de faux, la corruption. Ce n'était plus une affaire de famille. C'était une conspiration criminelle. J'ai méthodiquement assemblé le dossier, créant des copies numériques cryptées. J'ai déposé une clé USB chez Carole, une autre chez mon avocat, Maître Dubois. Je me sentais comme l'héroïne d'un de ces polars que j'aimais tant, mais la peur qui me nouait l'estomac était bien réelle. J'avais les preuves. Chaque document était un clou dans le cercueil de leur projet. La seule question était, aurais-je le courage de les planter? Le portail de la villa s'est ouvert sur un monde qui n'était pas le mien. L'architecture était un manifeste de réussite, des lignes épurées, des baies vitrées gigantesques, une piscine à débordement qui semblait se jeter dans le vide, avec les lumières de Lyon scintillant en contrebas. C'était magnifique, mais froid. Une maison conçue pour impressionner, pas pour vivre. Bérénice m'a accueilli avec ce sourire parfaitement maîtrisé que je lui connaissais si bien, celui qu'elle utilisait pour conclure un contrat. Hortense, te voilà. Tu es à l'heure. Comme si la ponctualité était une qualité inattendue de ma part.
Elle portait une robe noire, d'une simplicité trompeuse qui devait crier le nom d'un grand couturier. Sa bise a effleuré ma joue sans jamais la toucher, laissant derrière elle un sillage de parfum capiteux. Tu as l'air fatigué. Tu devrais te ménager. La pique était si habituelle que je l'ai à peine sentie. C'était leur façon de dire bonjour, en commençant par souligner un défaut. En entrant dans le salon, un immense espace cathédral aux murs blancs ornés de toiles abstraites, j'ai vu le comité d'accueil. Mes parents, avachis dans un canapé en cuir italien qui devait valoir le prix de ma voiture. Mon père tenait un verre de whisky, ma mère une flûte de champagne. Et, assis sur un fauteuil à l'écart, Maître Lombard, l'avocat de la famille, l'air aussi rigide que son costume 3 pièces. Sa présence a fait retentir toutes les alarmes dans ma tête. Ce n'était définitivement pas une soirée de réconciliation. C'était une embuscade. Mon père s'est levé, non pas avec l'élan d'un père heureux de voir sa fille, mais avec la lenteur d'un roi accordant une audience. Ah, la voilà. Notre petite justicière du service public. Tu as réussi à trouver le chemin de la civilisation? Son étreinte était brève, une tape dans le dos plus qu'une marque d'affection. Ma mère, quant à elle, m'a soumise à une inspection en règle. Son regard a balayé ma robe, mes chaussures, mon maquillage. Cette couleur est un peu terne pour toi, ma chérie. Ça ne te met pas en valeur. C'est à ce moment que j'ai tendu la bouteille de Châteauneuf du Pape que je tenais maladroitement. Mon dernier geste de paix. J'ai apporté ça. Je me suis dit que... Bérénice l'a prise, a jeté un regard expert sur l'étiquette. J'ai vu une lueur de surprise dans ses yeux, elle connaissait la valeur de ce vin. Mais la surprise a été immédiatement remplacée par une condescendance polie. C'est gentil. Merci. Elle s'est retournée et a tendu la bouteille à une jeune femme en uniforme qui venait d'apparaître. Maria, mettez ça à la cave. On boira le champagne que monsieur le maire nous a envoyé. Le coup a été d'une précision chirurgicale. En une phrase, elle avait à la fois dévalorisé mon cadeau et étalé ses relations influentes. J'ai senti mes joues s'empourprer. Mon espoir, déjà si fragile, s'est brisé en 1000 morceaux. J'étais une idiote. Une éternelle idiote qui espérait trouver de la chaleur près d'un iceberg. Sylvain, mon beau-frère, s'est approché, un plateau avec des flûtes à la main. Il était le seul à avoir l'air sincèrement mal à l'aise. Hortense, content de te voir. Il m'a tendu une coupe, en évitant soigneusement mon regard. Son malaise était palpable. Il savait. Il savait que cette soirée était un simulacre, et il en avait honte. C'était la seule note humaine dans cette symphonie de faux-semblants. Je me suis accroché à ce détail, une petite bouée de sauvetage dans un océan de froideur. Ma petite lueur d'espoir s'était éteinte avec ce geste. Je n'étais pas une sœur ou une fille ce soir. J'étais une intruse, et je sentais qu'ils attendaient quelque chose de moi. Le dîner a commencé dans une atmosphère pesante, malgré les efforts de ma mère pour meubler le silence avec des anecdotes sur ses dernières œuvres de charité et les personnalités qu'elle y avait croisées. Je mangeais sans sentir le goût des mets raffinés qu'on me servait, mon attention entièrement focalisée sur la dynamique de pouvoir qui se jouait à table. Mon père et Bérénice parlaient affaires, citant des chiffres à 7-0 avec une décontraction étudiée, s'assurant que Maître Lombard et moi comprenions bien l'étendue de leur succès. C'est Bérénice qui a ouvert les hostilités, après que le plat principal, un filet de bœuf accompagné d'une sauce complexe, ait été servi. Elle a posé ses couverts, m'a regardé droit dans les yeux avec un sourire carnassier. Puisque nous sommes tous réunis, nous avons une grande nouvelle à vous annoncer. Papa a décidé de prendre un peu de recul, et je vais donc assumer la direction générale de toutes les opérations du groupe. Mon premier grand projet en tant que présidente sera l'accélération et l'expansion de Renaissance Vèze. Nous avons obtenu les dernières autorisations. Nous allons raser toute cette verrue pour construire le quartier le plus chic de Lyon. Ce sera mon héritage. Mon père a levé son verre. À ma fille. Elle a plus de cran que n'importe quel homme que je connais. Elle va transformer ce cloaque en paradis pour millionnaires. Le mot « cloaque » a fait vibrer une corde sensible en moi. J'avais passé du temps dans ce quartier pour mon enquête. C'était un quartier populaire, certes, mais plein de vie, avec une âme, une histoire.
Et qu'en est-il des gens qui y vivent, ai-je demandé, ma voix plus ferme que je ne l'aurais souhaité. Il y a plus de 300 familles là-bas. Beaucoup de personnes âgées, de familles monoparentales. Que vont-elles devenir? Le sourire de Bérénice s'est figé. Hortense, ne commence pas avec tes leçons de morale. C'est le monde des affaires. Le progrès implique des sacrifices. Ils seront dédommagés, bien sûr. Dédommagés à hauteur de la valeur d'un quartier qu'ils ne pourront plus jamais se permettre d'habiter, ai-je insisté. C'est là qu'elle a sorti l'artillerie lourde. Elle a eu un petit rire méprisant et s'est tournée vers Maître Lombard, comme pour le prendre à témoin. Vous voyez, maître, ma sœur a toujours eu un cœur tendre. C'est admirable, mais un peu naïf. Elle s'inquiète pour les autres, mais elle devrait peut-être s'inquiéter pour sa propre carrière. Elle a marqué une pause, savourant son effet. Dites-moi, Hortense, cette affaire Durand-Papier, vous vous en souvenez? Le coup était bas, et parfaitement calculé. Mon sang n'a fait qu'un tour. Votre zèle quasi-inquisiteur à l'AMF, a-t-elle continué, sa voix douce comme du venin, a failli détruire une petite entreprise familiale pour une simple irrégularité comptable. Une famille a failli tout perdre à cause de votre rigueur. Heureusement que votre supérieur a eu le bon sens de calmer vos ardeurs. Vous êtes douée pour la théorie, ma chère sœur, mais le monde réel, celui où l'on crée des emplois, où l'on prend des risques, vous dépasse un peu. L'humiliation était publique, délibérée, conçue pour me anéantir. Elle avait transformé une erreur de jeunesse, que j'avais moi-même corrigée, en une preuve de mon incompétence et de ma cruauté. J'ai senti le regard de mes parents sur moi, approbateur. En face, Sylvain a ostensiblement fixé le plafond, sa mâchoire contractée. Il était le seul à montrer un signe de désapprobation, même silencieux. Je me suis senti acculée, exposée. Dans une situation pareille, que feriez-vous? Quand on utilise votre passé contre vous, quand on tord la vérité pour vous blesser devant les autres. Est-ce qu'il faut se battre, argumenter, au risque de jeter de l'huile sur le feu? Ou est-ce qu'il vaut mieux se taire et attendre le bon moment pour contre-attaquer? J'aimerais vraiment lire vos stratégies dans les commentaires. Elle venait de transformer la table du dîner en salle d'interrogatoire. Elle voulait me déstabiliser, me faire passer pour une idiote incompétente. Mais elle avait commis une erreur fatale, elle m'avait sous-estimée. J'ai choisi de ne pas lui donner la satisfaction d'une réaction immédiate. J'ai bu une lente gorgée d'eau, un geste calculé pour me donner le temps de maîtriser la rage qui bouillonnait en moi. Mon silence a semblé déconcerter Bérénice, mais mon père, voyant une ouverture, s'y est engouffré. Ta sœur a raison, a-t-il dit d'un ton sentencieux. Tu as toujours eu ce problème, Hortense. Un complexe de supériorité. Tu nous juges depuis ton petit monde de fonctionnaires, bien à l'abri des risques, mais tu n'hésites pas à profiter du confort que notre argent t'a offert. Ton école de commerce, ton premier appartement? Qui a payé tout ça? Ce n'est pas ton salaire de l'État. C'est l'argent de cette entreprise que tu sembles tant mépriser. C'était leur argument massu, celui qu'ils dégainaient à chaque fois pour me faire taire. La dette morale. L'hypocrisie supposée. Mais cette fois, ça n'a pas fonctionné. Quelque chose s'était brisé en moi. La peur de leur jugement, le désir de leur plaire, tout ça avait disparu, remplacé par une colère froide et une détermination inébranlable. J'ai posé délicatement mes couverts de chaque côté de mon assiette. J'ai levé les yeux et j'ai regardé mon père droit dans les siens. Tu as raison, ai-je dit calmement, ce qui l'a surpris. J'ai bénéficié de votre argent. Mais il y a une différence fondamentale entre nous. Je n'aurais jamais accepté cet argent si j'avais su qu'il était le fruit de mensonges. Le mot était lâché. Mensonge. Bérénice a eu un rire bref et nerveux. De quoi parles-tu? Tu es en plein délire. Non, ai-je répondu, ma voix ne tremblant pas, je suis parfaitement lucide. Et je ne peux pas être jalouse d'une réussite qui repose sur la falsification de documents, la corruption de fonctionnaires et la mise en danger de la santé de centaines de personnes. Le silence qui est tombé sur la table était si lourd, si total, que j'entendais le battement de mon propre cœur dans mes oreilles. Le visage de mon père est passé du rouge à un violet inquiétant. Ma mère a porté la main à sa bouche, ses yeux agrandis par le choc. Sylvain,
lui, a fermé les yeux, comme s'il s'attendait à l'explosion. « Qu'est-ce que tu viens de dire » a articulé mon père, sa voix n'étant plus qu'un grondement sourd. Puisque la porte était ouverte, j'ai décidé de l'enfoncer. Je parle du projet Renaissance Vèze, bien sûr. Je parle de l'étude d'impact environnemental que vous avez fait réécrire pour masquer des taux de contamination au plomb et à l'arsenic qui rendraient le site impropre à toute construction résidentielle. Je parle du permis de construire principal, celui qui porte une imitation grossière de la signature de l'adjoint à l'urbanisme. J'ai marqué une pause, laissant le poids de mes paroles s'installer. Je me suis tourné vers Maître Lombard, dont le visage était devenu un masque de cire. Et je parle surtout, Maître, vous qui êtes un homme de loi, des 2 virements distincts, totalisant un demi-million d'euros, effectués par la filiale Lambert Invest au Luxembourg vers 2 sociétés écrans en Suisse. Des sociétés qui, comme par hasard, appartiennent aux épouses des 2 conseillers municipaux qui ont miraculeusement changé d'avis pour vous donner la majorité lors du vote décisif. J'avais exposé toute l'opération, avec la précision clinique d'un rapport d'enquête. La partie de bluff était terminée. Je venais de leur montrer toutes mes cartes. La salle à manger, avec ses lustres et ses œuvres d'art, ressemblait maintenant à une scène de crime. Le silence qui a suivi n'était pas vide. Il était plein de culpabilité, de peur et de rage. Les masques étaient tombés, révélant des monstres. Le choc a duré quelques secondes, une éternité. Puis, comme un barrage qui cède, la fureur de Bérénice a tout emporté. Elle s'est levée d'un bond, ses mains à plat sur la table, son corps tremblant de rage. Menteuse! Comment oses-tu inventer des histoires pareilles? Tu es malade. Malade de jalousie. Elle a commencé à contourner la table, ses talons aiguilles claquant sur le parquet avec une régularité menaçante. Je suis restée assise, ancrée à ma chaise, mon regard fixé sur elle. Je ne ressentais plus la peur, seulement une étrange lucidité, comme si je regardais une scène de film. Ce ne sont pas des inventions, Bérénice, ai-je dit d'une voix égale. Ce sont les conclusions d'une enquête. C'est mon métier, tu te souviens? Ton métier, a-t-elle craché, arrivé à ma hauteur. Ton métier, c'est de détruire ce que les gens qui ont du talent construisent. Tu es une parasite. Une petite fonctionnaire frustrée qui ne supporte pas la réussite des autres. Elle s'est penchée vers moi, son visage à quelques centimètres du mien. Je pouvais sentir son souffle chaud, chargé de champagne et de haine. Tu as fouillé dans les affaires de papa. Tu as violé notre confiance. Tu es une honte pour cette famille. Et puis sa main est partie. Le geste fut incroyablement rapide. Un arc fulgurant. Le bruit sec de sa peau mordant ma joue a résonné dans la pièce comme un coup de feu. La douleur a été instantanée, vive, irradiant dans toute ma mâchoire. Ma tête a été projetée sur le côté. Des étoiles ont dansé devant mes yeux. Mais le pire n'était pas la douleur physique. Le pire a été le son qui a suivi. Un petit rire étranglé. Celui de mon père. J'ai osé tourner la tête vers lui. Il souriait, un sourire mauvais, satisfait. Et voilà. Ça, c'est parler. Puis, ma mère a ajouté sa touche. Un applaudissement. Pas un applaudissement franc, mais 2 ou 3 petites tapes discrètes de ses paumes manucurées. Enfin, Bérénice. Il était temps que quelqu'un la fasse taire. Le monde autour de moi s'est dissous. Le rire de mon père, les applaudissements de ma mère, le visage triomphant de ma sœur. Ces 3 choses ont agi comme un acide, dissolvant les 34 années de liens familiaux, d'espoir déçu, d'amour non partagé. Une seule larme, brûlante de trahison, s'est échappée de mon œil et a roulé sur ma peau en feu. Je l'ai essuyée. Lentement. Délibérément. La douleur en moi s'est cristallisée. Elle s'est transformée en une force froide, implacable. J'ai baissé les yeux vers mon sac, posé contre le pied de ma chaise. Mon cœur battait à un rythme lent et puissant. Je savais exactement ce que j'avais à faire. Avec une lenteur théâtrale, j'ai plongé la main dans mon sac et j'en ai sorti le dossier en carton brun. Je l'ai posé sur la nappe blanche immaculée. Le son mat a fait sursauter tout le monde. Les sourires ont disparu de leur visage. Tu m'as dit que j'avais 15 minutes pour quitter ta maison, ai-je articulé,
ma voix parfaitement stable malgré le tumulte intérieur. C'est noté. Mais avec ça, j'ai tapoté le dossier du bout des doigts, il ne vous reste à tous que 5 minutes pour éviter la prison. J'ai ouvert le dossier et les fait pivoter pour qu'ils puissent voir. Des copies de documents, surlignés, annotés. Des relevés de compte. Des photos. J'ai absolument tout, ai-je déclaré, en les regardant un par un. Les vrais rapports. L'analyse graphologique. La traçabilité des virements. Des copies sont déjà en sécurité, hors de votre portée, avec des instructions très claires. Vous avez 48 heures. Annulation publique du projet et création d'un fonds de compensation. C'est ma seule et unique offre. Leur monde venait de basculer. Le pouvoir avait changé de camp. Et ils me regardaient maintenant, non plus comme une petite sœur insignifiante, mais comme leur juge, leur jury et potentiellement leur bourreau. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Je me suis levé, j'ai remis ma chaise en place avec un soin méticuleux, j'ai pris mon sac et je suis parti. Sans un regard en arrière. J'ai traversé le salon monumental, descendu les quelques marches du perron, et j'ai marché jusqu'à ma voiture, mes gestes d'une précision mécanique. Ce n'est qu'une fois la portière refermée, me coupant du silence accusateur de la villa, que mon corps m'a trahi. Un tremblement irrépressible s'est emparé de moi, partant de mes mains pour se propager à tout mon corps. J'ai essayé de mettre la clé dans le contact, mais mes doigts ne m'obéissaient plus. J'ai agrippé le volant, j'ai posé mon front contre le plastique froid, et le barrage a cédé. J'ai pleuré comme je n'avais jamais pleuré de ma vie. Des sanglots convulsifs, arrachés du plus profond de mon être. Ce n'était pas seulement la gifle, l'humiliation. C'était le deuil brutal et définitif de ma famille. L'enfant en moi qui avait toujours espéré, venait de mourir dans cette salle à manger. Après ce qui m'a semblé une éternité, les sanglots se sont calmés, laissant place à un épuisement infini. C'est là que mon téléphone, que j'avais mis en mode silencieux, s'est allumé. L'écran était saturé de notifications. Un message de Bérénice, tu vas le regretter jusqu'à la fin de tes jours, sale petite traînée. Un autre, on va te détruire. 5 appels manqués de mon père. Et puis le SMS de ma mère, le plus dévastateur, j'ai honte d'être ta mère. Tu as toujours été une déception, mais là, tu as dépassé toutes les limites. J'ai lu les mots, mais ils ne m'atteignaient plus. J'étais anesthésiée. J'ai réussi à démarrer la voiture et à rentrer chez moi en pilotage automatique. En traversant Lyon la nuit, les lumières de la ville me semblaient lointaines, irréelles. À peine avais-je franchi la porte de mon appartement que mon téléphone professionnel a sonné. Il était près de 22 heures. J'ai reconnu le numéro de mon directeur de service. Mon estomac s'est noué. J'ai décroché. Allô? Sa voix, d'habitude cordiale, était sèche, distante. Hortense. J'ai eu un appel pour le moins inhabituel il y a quelques minutes. C'était Gérard Lambert. Mon souffle s'est coupé. Il n'avait pas attendu. Il ne s'est pas présenté comme votre père. Il s'est présenté comme un citoyen inquiet. Il m'a longuement parlé de votre comportement erratique et instable ces derniers temps. Il a fortement suggéré que vous traversiez une dépression nerveuse et que votre jugement professionnel n'était plus fiable. Il a marqué une pause. Je veux vous voir dans mon bureau demain, à la première heure. 8 heures. Et je vous conseille d'avoir une très bonne explication. Il a raccroché. La contre-attaque avait commencé. Ils ne se battaient pas sur le terrain des faits, mais sur celui de la diffamation. Leur stratégie était claire, me faire passer pour folle, pour détruire ma crédibilité avant même que mon dossier ne soit ouvert. J'ai passé une nuit blanche, à faire les 100 pas, mon esprit tournant à plein régime. Le lendemain matin, les yeux cernés, le visage encore marqué par la gifle, je suis allé chez mon avocat, Maître Dubois, pour l'informer des derniers développements. Il m'a conseillé la plus grande prudence. En sortant de son cabinet, assise à la terrasse d'un café pour tenter d'avaler un expresso, mon téléphone a vibré. Numéro masqué. J'ai failli ne pas répondre. Hortense?
C'est Sylvain. Sa voix était à peine audible, pleine de tension. Il faut qu'on se voie. Tout de suite. Je suis au café La Boîte à Pêche, sur le quai Saint-Antoine. Je t'en supplie, viens. Seul. Poussé par une intuition, j'y suis allé. Je l'ai trouvé dans un coin sombre, l'air d'un homme traqué. Il avait des cernes aussi profonds que les miens. Merci d'être venu, a-t-il dit. Il a jeté un regard par-dessus son épaule. Écoute, je n'ai pas beaucoup de temps. Ce qu'ils t'ont fait hier, c'est monstrueux. Je ne peux plus. Il a glissé une petite clé USB sur la table. Ça fait des mois que je les préviens. Que les rapports des ingénieurs sont alarmants, que les risques sont trop grands. Ils m'ont dit de me taire, que je n'avais pas l'envergure pour comprendre. Ceci, a-t-il dit en tapotant la clé, ce sont les copies de tous mes rapports internes, de tous les emails que je leur ai envoyés. C'est la preuve irréfutable qu'ils savaient pertinemment qu'ils mettaient des gens en danger. Prends-la. Fais ce que tu as à faire. Moi, je m'en vais. Je quitte Bérénice ce soir. Cette clé USB était une bombe atomique. Mais pour l'utiliser, je devais risquer de tout perdre, ma carrière, ma sécurité, le peu de paix qu'il me restait. Le compte à rebours de 48 heures avait commencé. À 8 heures précises, je me tenais devant le bureau de mon directeur. La marque de la gifle de Bérénice, malgré une couche de fond de teint, était encore visible, une ombre violacée sur ma joue. Mon chef, un homme d'une 50aine d'années, habituellement affable, m'a regardé avec une froideur inquisitrice. « Asseyez-vous, Hortense, a-t-il commencé. J'ai été très troublé par l'appel d'hier soir. Expliquez-moi. J'ai pris une grande inspiration. Monsieur, l'appel que vous avez reçu fait partie d'une tentative d'intimidation et de diffamation à mon encontre. Je suis actuellement en possession de preuves documentées indiquant des faits de fraude à grande échelle, de corruption active de fonctionnaires et de mise en danger de la santé publique, impliquant la société Lambert Immobilier. Je lui ai exposé les faits, de manière concise, professionnelle, en m'en tenant aux preuves tangibles. J'ai mentionné les rapports falsifiés, les signatures imitées et les transactions financières suspectes. J'ai conclu en disant, l'entreprise est dirigée par mon père et ma sœur. L'appel d'hier soir visait à me discréditer avant que je ne puisse agir. Il m'a écouté sans m'interrompre, son visage impassible. Quand j'ai eu fini, il est resté silencieux pendant un long moment, ses doigts tapotant sur son bureau. C'est une situation d'une gravité exceptionnelle, a-t-il finalement dit. Et d'une complexité personnelle extrême pour vous. L'AMF a des procédures strictes pour les lanceurs d'alerte, surtout quand il y a conflit d'intérêts. Votre dossier doit être absolument blindé. Il m'a regardé droit dans les yeux. La pression de la famille Lambert dans cette ville est considérable. Vous en êtes consciente? Parfaitement consciente, ai-je répondu. Il a hoché la tête, comme s'il avait pris sa décision. Très bien. Suivez la procédure à la lettre. Déposez votre alerte sur la plateforme sécurisée. Je veillerai à ce qu'elle soit traitée avec la diligence requise. Et en ce qui concerne votre stabilité émotionnelle, votre travail jusqu'à présent a toujours été exemplaire. C'est tout ce qui m'importe. Maintenant, au travail. J'étais soulagé. J'avais un allié, ou du moins, un supérieur qui respectait la procédure plus qu'il ne craignait les pressions. Le lundi soir, à 19 heures, le délai de 48 heures a expiré. Pas un appel. Pas un message. Ils avaient choisi la guerre. Ils étaient convaincus que leur argent et leurs relations les placeraient au-dessus des lois. Le mardi matin, j'ai téléchargé l'intégralité de mon dossier, enrichi des preuves fournies par Sylvain, sur la plateforme de l'AMF. Simultanément, mon avocat a déposé une plainte formelle auprès du procureur de la République de Lyon. La machine judiciaire était en marche. La première riposte publique est venue le jeudi. En couverture du Progrès, le grand quotidien régional, un titre barrait la page, grave soupçon de fraude sur le projet phare de Vèze. L'article, bien que prudent, était dévastateur. Il parlait de sources internes au service de l'urbanisme et de doutes sérieux sur l'intégrité des études environnementales. La réaction de ma famille a été d'une brutalité prévisible.
Leur service de communication a publié un communiqué dénonçant une campagne de déstabilisation orchestrée par des concurrents jaloux. Puis, la deuxième phase de l'attaque, plus personnelle, a commencé. Des articles ont fleuri dans des publications en ligne moins scrupuleuses. On y lisait que j'étais une femme instable, aigrie par une carrière stagnante, agissant par vengeance familiale après une violente dispute d'héritage. Il mélangeait le vrai et le faux avec une habileté diabolique pour salir mon nom et mes motivations. Au milieu de ce chaos, une nouvelle a éclaté, confirmant que les ponts étaient définitivement coupés. Sylvain avait non seulement quitté Bérénice, mais il avait aussi démissionné avec fracas de son poste de directeur technique chez Lambert Immobilier, citant des divergences éthiques fondamentales. Il venait de se transformer en témoin clé de l'accusation. Ils essayaient de me peindre comme une folle. Mais ils ne réalisaient pas que la vérité, une fois sortie, a sa propre vie. Et elle commençait à se propager. La fuite de mon nom dans la presse a transformé ma vie en un cauchemar réveillé. Mon existence, autrefois discrète, était maintenant exposée à la curiosité publique. Des journalistes m'attendaient en bas de chez moi, me tendant des micros lorsque j'essayais de sortir. Mon visage, capturé par un téléobjectif, s'est retrouvé en photo dans un magazine, accompagné d'un titre sordide, La trahison d'une fille de. Je me sentais traqué, jugé par des milliers d'inconnus. Au travail, l'atmosphère était pesante. Si mes collègues et proches me soutenaient, je sentais la méfiance dans le regard des autres. J'étais devenu, le cas Hortense Lambert, une source de problèmes. Le stress a commencé à m'affecter physiquement. Insomnie, perte d'appétit, une anxiété constante qui me nouait l'estomac. C'est Carole qui a tapé du poing sur la table. Ça suffit. Tu es en train de te consumer. J'ai pris un rendez-vous pour toi chez une psy. Tu y vas, c'est non négociable. Je suis allée à ce rendez-vous à reculons. Assise dans le fauteuil confortable du cabinet, j'ai commencé par raconter mon histoire comme je l'aurais fait à un magistrat, une suite de faits, de preuves, de décisions logiques. La thérapeute, une femme douce et attentive, m'a laissé parler. Puis, elle m'a dit, je comprends l'enquêtrice. Maintenant, j'aimerais rencontrer Hortense. Comment se sent-elle, elle? Cette simple question a fait voler en éclats mon armure. J'ai commencé à parler de la solitude, du sentiment d'abandon, de la douleur lancinante de la trahison. Et je me suis mise à pleurer. Elle m'a aidé à mettre des mots sur ce que je vivais. Ce n'était pas seulement une bataille juridique, c'était un deuil. Vous faites le deuil de la famille que vous auriez voulu avoir, pas de celle que vous aviez réellement, m'a-t-elle expliqué. C'est une étape nécessaire pour pouvoir vous reconstruire. C'est au cours de notre 3e séance que le souvenir de Bérénice lisant des histoires à mon chevet est remonté à la surface. Je l'ai raconté à ma thérapeute, ma voix étranglée par l'émotion. Je ne comprends pas, ai-je sangloté. Comment peut-on passer de cette tendresse à une telle cruauté? Elle m'a répondu avec une grande douceur, peut-être que la cruauté est une armure qu'elle a dû enfiler pour survivre dans l'environnement que vos parents ont créé. En la défiant, vous n'avez pas seulement défié un projet immobilier, vous avez menacé son identité même, celle de l'héritière parfaite. Sa violence était peut-être à la mesure de sa peur. Cette perspective ne l'excusait pas, mais pour la première fois, elle me permettait de comprendre, et cette compréhension a légèrement apaisé ma douleur. Un soir, alors que je rentrais, épuisée, j'ai eu un appel de ma tante Odile. Hortense, ma chérie, c'est tante Odile. J'ai lu les journaux. Je veux juste que tu saches que je suis de tout ton cœur avec toi. Sa voix, que je n'avais pas entendue depuis des années, était un réconfort inattendu. Elle m'a alors raconté sa propre histoire. Il y a une 15aine d'années, j'avais investi une petite partie de mes économies dans un de leurs premiers projets. Un jour, j'ai appris par hasard qu'ils allaient exproprier des artisans pour s'agrandir. J'ai appelé ton père pour lui dire que ce n'était pas bien. La conversation a été très courte. Une semaine plus tard, j'ai reçu une lettre de leur avocat m'informant qu'ils rachetaient mes parts à leur valeur initiale, sans plus-value. J'ai été bannie, Hortense. Bannie pour avoir eu une conscience. Tu as fait ce que j'aurais dû faire. Tu as eu le courage de ne pas te taire. Son histoire a mis en lumière un schéma de comportement, une intolérance à toute critique qui durait depuis des décennies.
Je n'étais pas une exception. J'étais simplement celle qui avait décidé de briser le cycle. Chaque jour était une bataille. Mais je découvrais que je n'étais pas seule. D'autres avaient été blessés par ma famille, et mes actions leur donnaient enfin le courage de parler. Le jour du procès, une pluie fine et grise tombait sur Lyon, comme si le ciel lui-même s'était mis au diapason de la solennité du moment. Le palais de justice, avec ses 24 colonnes imposantes, me semblait plus intimidant que jamais. J'étais assise au premier rang, sur les bancs réservés aux parties civiles, aux côtés de représentants des associations de résidents de Vèze. Je n'étais pas là en tant que membre de la famille Lambert, mais en tant que lanceuse d'alerte, en tant que citoyenne. Je les ai vus entrer, encadrés par leurs avocats. Ils semblaient avoir vieilli de 20 ans en 6 mois. Fini les costumes flamboyants et les sourires arrogants. Mon père marchait le dos voûté, le regard fuyant. Ma mère se cachait derrière de grandes lunettes noires. Bérénice, elle, arborait toujours un masque de défi, mais ses mains, qui trituraient nerveusement un mouchoir, trahissaient sa panique. Leurs regards ont balayé la salle, m'évitant soigneusement. Pour eux, j'étais devenue invisible, un fantôme qui avait causé leur perte. La procédure de plaider coupable a été rapide, presque administrative. Un des avocats de la défense a lu une déclaration terne, reconnaissant des erreurs de jugement et des manquements aux procédures. Pas un mot de regret, pas une once de remords. Ils ne comprenaient toujours pas la gravité morale de leurs actes. Pour eux, leur seul crime avait été de se faire prendre. Puis le président du tribunal a prononcé la sentence. Sa voix résonnait dans le silence de mort de la salle d'audience. Au nom du peuple français. Gérard Lambert, Bérénice Lambert, vous êtes reconnu coupable de fraude, usage de faux, corruption active et mise en danger de la vie d'autrui. Le tribunal vous condamne à une peine de 3 ans d'emprisonnement, dont 18 mois ferme avec mandat de dépôt. Martine Lambert, reconnue coupable de complicité, est condamnée à 2 ans d'emprisonnement avec sursis. Mandat de dépôt. Cela signifiait qu'il partirait en prison directement depuis le tribunal. J'ai vu le visage de ma mère se décomposer. Bérénice a fermé les yeux, son masque de défi se fissurant enfin. Mon père, lui, fixait le vide, comme s'il n'entendait pas. Le juge a continué, énumérant les amendes, les confiscations, et l'obligation pour la société Lambert Immobilier d'abonder un fonds de compensation de 20 millions d'euros. Le nom qu'ils avaient passé leur vie à construire était désormais synonyme de honte et de criminalité. Je m'attendais à ressentir une forme de satisfaction, de triomphe. Mais il n'y a eu rien de tout ça. Juste un sentiment de gâchis immense. Un vide glacial. Il n'y a pas de gagnant dans ce genre d'histoire. En sortant, escortés par les gendarmes, ils sont passés près de moi. Ma mère et ma sœur ne m'ont pas accordé un regard. Mais mon père s'est arrêté une fraction de seconde. Il a tourné la tête et m'a regardé, pour la première fois. Il n'y avait pas de haine dans ses yeux, seulement un vide infini. J'espère que tu es fier de toi, a-t-il soufflé, sa voix n'étant plus qu'un murmure cassé. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait plus de place pour la colère, seulement pour une immense et profonde pitié. J'ai simplement soutenu son regard jusqu'à ce qu'il se détourne. La guerre était finie. Mais comment reconstruit-on une vie sur les ruines de son passé? C'est la question à laquelle je devais maintenant faire face. La vie après le procès a été un long et lent apprentissage de la normalité. Les journalistes ont fini par se lasser et trouver d'autres proies. Le silence est revenu, un silence d'abord étrange, puis apaisant. J'ai continué ma thérapie, apprenant à vivre avec les cicatrices, à accepter que certaines blessures ne guérissent jamais complètement mais qu'on peut apprendre à les apprivoiser. 1 an plus tard, j'ai reçu une lettre postée depuis la prison pour femmes où Bérénice purgeait sa peine. Mon cœur s'est serré en reconnaissant son écriture anguleuse. Je l'ai laissée sur la table de ma cuisine pendant plusieurs jours, comme un objet radioactif. Finalement, un soir, je l'ai ouverte. C'était un concentré de venin. Elle me tenait pour unique responsable de sa chute, m'accusait d'avoir détruit la famille par pure vengeance. La lettre se terminait par cette phrase: « J'espère que tes grands principes te tiendront chaud la nuit, maintenant que tu es toute seule au monde. » Autrefois, ces mots m'auraient anéanti. Mais ce soir-là, je les ai lus avec une étrange sérénité.
J'ai plié la lettre, je suis allé sur mon petit balcon qui surplombait les toits de Lyon, et je l'ai brûlé dans un cendrier. En regardant les cendres s'envoler dans la nuit, j'ai senti un poids quitter mes épaules. C'était fini. Le lien toxique était enfin rompu. Contrairement à ce que Bérénice avait écrit, je n'étais pas seule. Ma relation avec ma tante Odile s'était approfondie. Carole et mes quelques vrais amis avaient été un soutien sans faille. Et surtout, j'avais trouvé une nouvelle forme de famille, inattendue. J'avais décidé de m'investir. J'ai utilisé une partie de mon temps libre pour créer une petite association d'aide aux résidents de Vèze. Avec mes compétences, je les aidais à monter leur dossier pour le fonds de compensation, à se battre contre les lenteurs de l'administration, à s'assurer qu'ils obtenaient justice. C'est là que je me trouve aujourd'hui. Pas dans un bureau à analyser des chiffres, mais dans un jardin. Un jardin partagé, luxuriant, qui a été créé sur un des terrains vagues sauvés de la spéculation immobilière. Autour de moi, les habitants du quartier s'occupent de leurs parcelles. Ça sent la terre humide et la menthe fraîche. Les rires des enfants qui jouent un peu plus loin se mêlent au bourdonnement des abeilles. Madame Garcia, une octogénaire au dos voûté mais au regard pétillant, s'approche de moi. Elle a été une des figures de la lutte des résidents. Elle me tend un verre de thé à la menthe. Regardez ça, ma petite Hortense, dit-elle en balayant le jardin du regard. C'est nous qui avons fait ça. Mais c'est vous qui nous en avez donné le courage. Elle pose sa main ridée sur mon bras. Votre famille vous a peut-être renié, mais ici, vous avez des centaines de familles qui vous ont adopté. Ces mots, si simples et si sincères, me touchent plus profondément que n'importe quelle promotion ou reconnaissance professionnelle. Je la regarde, et à travers les larmes qui me montent aux yeux, je souris. C'est ça, mon véritable héritage. Pas des millions d'euros sur un compte en banque, mais un jardin où poussent des légumes et de l'espoir. Avez-vous déjà dû faire un choix qui a bouleversé votre vie pour rester fidèle à vos valeurs? Votre histoire compte, et elle pourrait donner de la force à quelqu'un qui en a besoin. Partagez votre expérience dans les commentaires. Si mon parcours a résonné en vous, je vous serais reconnaissante de laisser un j'aime, de vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines histoires, et de partager celle-ci. N'oubliez jamais, votre valeur ne dépend pas du regard de ceux qui refusent de la voir. L'intégrité est la seule richesse qu'on ne peut ni acheter, ni vendre. Merci de m'avoir écouté.